quotidienne roue libre du Tour de France. Les amis, je vous le rappelle, on est en live de 11h à midi sur le stream.fr et les émissions ensuite sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport à laquelle bien évidemment vous pouvez vous abonner. On se retrouve aujourd'hui avec Polo. Comment ça va, la forme? Ouais, la forme, pleine forme. Ça va être une très belle étape aujourd'hui. Le début des Pyrénées et forcément très excité évidemment. Le Pyrénées pointe le bout de son nez, c'est vrai, on a 4 étapes qui arrivent qu'on va présenter après. Ça va, Robin? Ça va super, ouais. Les Pyrénées c'est toujours la partie que je préfère sur le Tour de France, malgré que les Alpes soient régulièrement plus décisives. Voilà, je suis très content qu'on arrive dans ces petites étapes pyrénéennes. Quelqu'un me dit bonsoir dans le chat, alors je ne sais pas, Moi je j'espère vois que surtout les beaux gosses sont de retour. Parfait, ça, j'arrive pile à l'heure pour Rouline, nous dit Jake Dax. Et oui, très grand merci à vous d'être là. Je vois qu'il y a énormément d'infos, du Rominger, du Escartine. C'est des noms qui sentent bon, la rétro chronique du vélo d'après ça, Robin. Ouais. Programme du jour, récap de l'étape gagnée par Caleb Ewan, preview des Pyrénées. Il y a 4 étapes dont un contre la montre, on va un peu vous les présenter, les profils, tout ça. Dans la partie débat, on va se poser la question comment les coureurs peuvent utiliser ces profils-là pour essayer de bouger pour essayer d'aller chercher le maillot jaune à la Philippe. Il y aura du Pinot, il y aura beaucoup de Ineos. Évidemment, chatroom comme d'habitude, rétro-chronique du vélo, elle est sur qui aujourd'hui, Robin? On va parler de quelque chose d'assez récent comparativement à d'habitude, et cette fois ce sera Alexandre Vinokourov sur le Tour de France 2007. Et on terminera, comme d'habitude, par le quiz. Voilà pour le programme. Et on va commencer donc par le récap de l'étape d'hier. C'est parti. Cette 11e étape a été remportée par Caleb Ewan au sprint contre Dylan Groenewegen. Alors voilà, on a échangé les petits maillots. Juste, alors on a oublié de remettre en place les petits maillots, mais bon, il y a la période de transfert arrive, donc peut-être que ça va changer, mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, voilà, les noms sont les plus importants. Alors, Caleb Ewan. on a oublié de changer les maillots. On a mis des belles couleurs sur les maillots distinctifs, on n'a pas changé les maillots. Donc voilà, mais en tout cas, le plus important, c'est que Caleb Ewan a gagné devant Dylan Groenewegen. Ton prono, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est mon prono, ça fait que je prends le lead. Il avait fait le gros flambeur hier, 2 points, bientôt 3, il avait raison, alors que moi je pensais qu'il allait se prendre un avec volume, avec Caleb Ewan que j'avais mis sur, sur les 2 dernières arrivées au sprint et qui à chaque fois s'est fait battre et forcément dès que je le mets pas il gagne. T'es vraiment notre loser magnifique. Ouais, je suis là pour l'instant, je suis un peu 0 points au bout de jours. C'est pas la folie les pronos pour Polo. Il y a 3 pour moi, 2 pour Robin, 0 pour toi, Polo. Mais alors, comment ça se fait que Groenewegen, ton prono, s'est fait sauter? On s'y attendait pas forcément. Pour le coup, non, clairement, c'était un sprint royal, pas de casse, pas de problème de train ou quoi que ce soit. Tout le monde partait sur la même longueur d'onde, j'ai envie de te dire. Enfin, c'était pas Ça du joue tout pas à ce que grand je chose, voulais dire. on voit. Ça se joue pas à grand chose. Encore une fois, ça joue pas encore. Mais j'imaginais pas vraiment comme ça à la loyale Dylan Groenewegen battu. Notamment par Caleb Ewan, je le pensais vraiment fort, surtout après sa première victoire sur le Tour cette saison. J'étais surpris, mais en même temps, Ewan tournait autour, beaucoup de places d'honneur depuis le début du Tour de France. On sentait que la forme était là, dans la lignée de son Giro excellent aussi, où il gagne 2 étapes. Voilà, il s'impose lui aussi comme peut-être le gratin du sprint mondial. Et forcément, quand tu bats les meilleurs sprinteurs mondiaux, tu deviens peut-être le meilleur sprinter du monde. Et là, quand tu bats Groenewegen, c'est que tu fais partie des meilleurs. Vas-y, Robin. Non, moi j'étais un peu surpris de cette victoire de Caleb Ewan. J'avoue que je le voyais pas battre les purs sprinters, les mecs qui passent moins les bosses, les Viviani, les Groenewegen, qui ont une pointe de vitesse normalement plus meilleure que celle de Caleb Ewan. Donc j'étais un peu surpris de le voir revenir dans ce sprint. Je pensais qu'il allait tourner autour en fait pendant 3 semaines et ne jamais claquer son étape. Finalement, bravo à lui parce qu'il a pas lâché. Franchement, c'est la récompense d'un mec qui a persévéré, qui a fait podium sur tous les sprints de ce Tour de France, 3 fois 3e, 1 fois 2e, et qui sur le 5e vient claquer le bec de tout le monde. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la façon de faire de Caleb Ewan. Sur les premiers sprints où tout le monde est super frais, il peut pas rivaliser vraiment pour la gagne. Et après, quand les organismes commencent à être usés, on a eu 10 jours compliqués, on a eu le passage des Vosges qui a fait mal aux jambes, surtout des sprinteurs. On a eu la traversée du Massif Central aussi, avec les étapes de Saint-Etienne et de Brioude. Et tout le monde est un peu plus entamé, et je crois que ça profite à un garçon comme Caleb Ewan. Après, ce qu'on n'a pas dit avec Groenewegen, c'est qu'il est lâché très tôt. Pas par Tennyson, parce que mine de rien, Tennyson fait un énorme travail, notamment sur les 500-600 derniers mètres, mais il est lâché très tôt par son train, et finalement Tennyson et Groenewegen se retrouvent vraiment en tête très rapidement, et Groenewegen est obligé de lancer d'un peu trop loin. J'avais dit qu'il y avait du vent de face, et quand tu lances de loin avec un vent de face,
y a moyen que tu le payes quand même assez rapidement. Et les coureurs qui étaient dans sa roue, Caleb Ewan en a Il n'y a profité. que Ewan qui remonte, Ouais. parce que Sagan et Viviani sont C'est pas ça. du tout. Et ça veut dire aussi que Groenewegen est fort quand tu le vois lancer un sprint d'aussi loin, vent de face, se faire sauter juste sur la ligne, il y a un boyau. Voilà, faut pas non plus enterrer Groenewegen pour les prochains sprints. Et on a une déclaration de Caleb Ewan, à ne pas confondre avec Caleb Erwan, qui est aujourd'hui en plus aux manettes en tant que chef d'aide, voilà, qui met ce magnifique tableau. Mon premier rêve était de devenir cycliste, mon second était de courir le Tour de France et là remporter une étape du Tour. C'est mon plus grand rêve qui se réalise. Caleb Ewan, en plus, Romain, qui a une position particulière sur le vélo. Ouais. Je vois que dans le chat, ça commence à en parler. Il a un gabarit spécifique aussi, très, très. Il fait que les autres, 1m65, quelque chose Ouais. comme ça, comparé à un Groenewegen qui fait 1m77. Oui, et puis même Sagan aussi est un mec assez grand. Et si on compare avec quelques-uns qui sont pas là, comme Kittel, qui dépasse les 1m80 largement, voilà, c'est vraiment un petit gabarit. Et il a cette position, il compense par cette position ultra avancée sur son vélo, le buste devant le guidon. C'est Donc, hyper aérodynamique en fait comme position. et puis c'est très impressionnant à voir aussi, parce que franchement, les premières fois où tu le vois sprinter il y a quelques années, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, il va se vautrer, quoi. Ce qu'il expliquait en fait dans un interview que j'avais lu, c'est que certes il était petit, mais qu'il n'avait pas cette position parce qu'il était petit. Ouais. Il avait cette position pour Oui, mais utiliser, si t'es grand, c'est pas plus pour l'utiliser, c'est- plus si- pour la contrer. Oui, mais si t'es grand, tu peux pas vraiment Oui, voilà. te mettre dans la position qui Voilà, prend. c'est ça, c'est très particulier, mais effectivement, cette tête en l'air, etc. En tout cas, ça montre qu'aujourd'hui, dans le sprint mondial, on a 5 arrivées massives remportées, Paul, par des coureurs différents. Ça devient très difficile à pronostiquer. Clairement, moi je pensais vraiment au début de tour que Groenewegen allait faire mainmise sur ses sprints. Après, il y a eu différents faits de course, notamment sa chute sur la première étape. Le fait est que quand il en a regagné une, je me suis dit, ça y est, il est lancé. Et puis là, le sprint suivant, il se fait battre par Caleb Ewan. Après, avec des circonstances, hein, comme je l'ai dit, avec ce vent de face et le fait d'avoir été lâché très tôt sur ce sprint. Mais voilà, c'est cool aussi. C'est cool parce qu'au final, ça donne un intérêt à des étapes qui n'en ont finalement pas vraiment. Et on est quand même loin de la mainmise, notamment des Kittel ou des Greipel d'il y a certaines Cavendish, années. ça aussi. Et Cavendish pour remonter un peu plus loin. Dans cette étape-là, ce qui s'est passé au-delà de la victoire de Caleb Ewan, il ne s'est rien passé entre les favoris. En revanche, il y a eu une petite histoire sur l'échappée. Dans l'échappée, il y avait Stéphane Rossetto, du coup, qui fait son premier Tour de France, qui est un coureur français de la Cofidis. Et il y avait Aimé De Gendt, un Belge de la Wanty Group Gobert. Et à l'arrivée, cette échappée ne va pas au bout. Aimé De Gendt a tenté de sortir sur la fin de l'étape. Et il a eu le dossard du super combatif, le dossard rouge. Stéphane Rossetto, à l'arrivée, quand il donne une interview à France TV, il est très très en colère et il dit voilà, ça me casse les couilles, putain, tu tombes sur des ratagas. J'adore cette expression. Tu peux pas aller au bout avec des mecs comme ça. Faut être sur la même longueur d'onde. Il en a gardé pour faire exprès, pour faire son petit numéro à la fin et pour avoir ce dossard rouge. Et Aimé De Gendt qui lui a tout de suite répondu j'ai fait mon travail autant que les autres. J'ai laissé les points de la montagne et les sprints. À la fin, j'étais juste le plus fort. Il n'est pas content, c'est son problème, Polo. Quand on voit Stéphane Rossetto comme ça, il y avait de quoi. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait de quoi être énervé. Je ne sais pas s'il y a un parti à prendre. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, c'est difficile de prendre un parti en vrai parce que d'un côté Stéphane Rossetto qui nous fait une Johan Ofredo, de l'autre un Aimé De Gendt qui n'a absolument rien à foutre de ce qu'il peut raconter. Voilà, chacun ses objectifs dans la course. Aimé De Gendt, il voulait peut-être avoir ce maillot distinctif, il a peut-être aller sur la pédale pour tenter un truc à la fin, montrer le sponsor, se montrer lui aussi. Voilà, après. Qui est le plus intelligent, celui qui atteint son objectif ou celui qui se plaint à l'arrivée parce qu'il a raté le sien? Chacun a des objectifs différents. Je pense Après, que personne Rossetto, n'avait- tu pars pas dans l'échappée avec comme objectif de faire le dossard rouge. Et c'est ce sur que une, dit étape aussi Rossetto. sur une étape comme ça, si tu pars pas dans l'objectif de gagner l'étape. Tu sais jamais ce qui peut se passer. En fait, c'est une c'est peut-être différence de point de romantique. vue. C'est C'est clairement peut-être une différence de point de vue, Paul. peut-être romantique de la part de Rossetto et ça va très bien. De toute façon, ils ont été échappés tous les deux. Ils ont pu en discuter. Je pense que c'est Johan Ofredo. C'est vraiment dans cette lignée-là. Tu pars pas sur une échappée toute plate comme ça en ayant l'espoir, avec 2 minutes d'avance sur toute l'étape, de remporter la course. Je pense pas qu'Aimé De Gendt, même si on a gardé un peu, je pense pas que s'il s'était donné à fond, l'échappée serait allée au bout. Ça aussi. Donc, je peux entendre les deux points de vue, mais
Je pense que les mots de Stéphane Rossetto sont un peu durs, même si fort. à Mais mon c'est avis, la il a dû frustration. s'en vouloir, parce Oui, que mais c'est la non. frustration. C'est la frustration d'un Oui, gars bien qui sûr. croit vraiment, on a l'impression, de ces étapes auxquelles personne ne Oui. croit que l'échappée peut aller au Bah, bout. mais- Lui, Stéphane Rossetto, comme Johan Ofredo avant lui, pense qu'il y a une possibilité, si à 4, ils s'y mettent avec le même objectif. Mais faut pas non plus oublier que ça arrive. Je veux dire, des étapes promises aux sprinters où les équipes font mal leur travail et l'échappée va au bout. Je veux dire, c'est pas non plus complètement illusoire. Évidemment, ça arrive pas tous les ans. Mais si on prend le Tour de France sur les 20 dernières années, il y a quand même 3-4 fois où c'est arrivé. Donc que Stéphane Rossetto y croit, bah ouais, tant mieux. En plus, il est costaud, il marche fort sur ce Tour de France et ils se font pas reprendre non plus à 40 bornes de l'arrivée. Je veux dire, De Gendt qui se fait reprendre en dernier, je crois que c'est à 5 bornes. Donc évidemment, tu te dis si on avait mieux collaboré, si on avait été tous plus intelligents. Est-ce qu'on n'avait pas une chance de faire douter le peloton et d'arriver, ne serait-ce que dans les 3 derniers kilomètres, avec encore 10-15 secondes d'avance? Et là, tout est possible. Tu vois, il suffit que le final soit un peu sinueux et tu sais pas ce qui peut se passer. Donc la frustration de Rossetto, moi, je la comprends. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que De Gendt a vraiment eu tort d'avoir fait ce qu'il a fait? Ça, non, chacun, voilà, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut dans l'échappée. Mais en tout cas, la frustration de Rossetto, elle est ultra compréhensible. Et moi, j'imagine le mec qui a passé 150 bornes sur son vélo tout seul et qui a juste l'impression de s'être fait niquer. Voilà, lui, du coup, il expulse sa frustration en plus, il ose le dire, il n'a pas peur de le dire devant les médias. Voilà, il expulse sa journée. Et voilà, t'as passé ta journée devant et t'as l'impression de t'être fait avoir sur la fin. Il y a de quoi avoir les boules. On termine ce débrief avec une image qui nous a fait mal au cœur, c'est l'abandon de Niki Terpstra, le baroudeur grand classic man de Total Direct Energy. Voilà, il a abandonné, il s'est cassé la clavicule, ouais, je Ouais, crois. c'est ça, On a ça que vu ça le- ressemblait en tout cas, quand il Voilà, se Voilà, tenait il est l'épaule. sorti avec le bras en écharpe. Et on peut prendre tout de suite, Erwan Kili, la déclat de Lilian Calmejane, parce qu'on peut ouvrir cela autour de Total Direct Energy. Voilà, ils sont dans le dur. Et Lilian Calmejane est arrivé, il dit on n'a pas de grands résultats pour le moment, mais tout va très vite dans le vélo. Tous les jours, on est dans les échappées. Et Nicolo Bonifacio, sans son incident, fait top 5. Polo Terpstra, le sprint de Bonifacio, ça commence à être compliqué pour la Total Direct Energy ce tour. C'est marrant que Lilian Calmejane, qu'on ait une déclat de lui, parce que je trouve que le fait, même s'il était chez lui au départ hier, je vois pas l'intérêt que lui, Lilian Calmejane, avec ses qualités, a à se foutre dans un tel bourbier. Tactiquement, c'est pas très malin. Après, avec Bonifacio, je pense qu'il était parti pour faire un bon sprint, il était bien placé. Il se mange un téléphone, un smartphone par une spectatrice complètement débile. C'est con, mais au final, c'est frustrant, mais ça fait toujours pas de résultat pour la Direct Energy. Ouais, pour l'instant, ça sourit pas. Calmejane, il avait des échappées à prendre ce week-end, moi j'ai pas compris. C'est ça. Il y était pas plutôt que. Prendre des échappées hier. 2 jours avant. Là, il est chez lui. Ok, certes, mais c'est pas du tout une étape qui lui correspond. Donc, je sais pas, ça court un peu à l'envers côté Direct Energy. Enfin, côté Total. Je vais peut-être arrêter de Total Direct Energy, bah, c'est les deux. Et, On dit bien avec ce Koenig, point de frustration de Nico Bonifacio qui partait pour faire un bon sprint, c'est un peu dommage. Kakatoès qui nous dit Total est nul, c'est un fait. Bonifacio était déjà cuit car il avait dû boucher un trou à 500 mètres. Oui, c'est lui d'ailleurs qui se retrouve lâché dans l'approche du sprint et qui fait un trou et qui d'ailleurs tue un peu le sprint de Sagan parce qu'il laisse 2-3 mètres et les 4 de devant, Groenewegen, Viviani, Ewan et je sais plus qui est le 4e, partent un peu. Le 4e sur quoi, pardon? Sur le sprint d'hier, il y en a 4 qui partent et Bonifacio laisse un trou derrière et il piège un peu Sagan. D'accord. Voilà, donc pour cette fin de Total Direct Energy. Et je voyais dans le chat, voilà, c'est ça à quoi je pensais. Dans le chat, on me dit que c'est l'omoplate. Oui. Voilà, donc c'est toujours mieux d'être Précis. dans le détail et d'être précis. C'est terminé pour ce débrief, les amis. On va passer à la preview des Pyrénées. C'est parti. Après 11 étapes et une journée de repos qui a eu lieu avant-hier, on arrive donc dans les Pyrénées, voilà, dans le sud de la France, avec une présentation. On va faire les 4 étapes et on va commencer par cette 12e étape entre Toulouse et Bagnères de Bigorre. Paul, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas te tromper parce qu'en fait, il passe par Bagnères de Luchon, tu vois, juste avant, à l'entrée. Ouais, à 130 bornes tranquille pour se mettre en jambes. Puis, on va aller sur le col de Peille-Ressourdes, Polo. Ouais, en fait, ils vont passer par le versant où Chris Froome avait fait une descente incroyable en 2016. C'est un vrai col pyrénéen, le col de Peille-Ressourdes de finale, c'est assez pentu, mais ça reste dans des pourcentages C'est très réguliers. roulant, c'est on très va dire. roulant. Hein C'est très roulant. Après, c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de pourcents. C'est quoi? C'est 7,5 le 7% de Ouais, moyenne. 7% de moyenne. C'est pas très long, c'est pas très dur. C'est pas hyper pentu,
Dire que c'est roulant, c'est un peu dur. Puis, de toute façon, il ne se passera rien dans ce col. En tout cas, chez les favoris, on verra l'échappée. Combien de temps elle échappée, on verra nos pronos tout à l'heure. Ce qui sera intéressant, c'est d'aller sur le Orquette dans 6 ans et de voir ce qui s'y passe. Là, pour le coup, On a le c'est beaucoup profil plus- d'ailleurs, le profil Erwan, est- le de profil est la plus porté, ouais. Ourquette dans 6 ans, 9,9 km. C'est dur au début, il y a des pentes dures au début, il y a des pentes dures juste après le milieu. Là, pour le coup, c'est quand même une belle rampe de lancement pour des favoris qui ont envie de faire un écart. Robin, Le problème, c'est que les pentes les plus dures sont au début du col quand même. Et que la fin, après le petit replat qu'on voit, elle est dure, mais elle est régulière. Alors, bon, c'est beaucoup plus dur que Peyresourde, hein, parce que vraiment, Peyresourde, c'est un col mythique des Pyrénées, mais c'est vraiment pas le plus dur. Voilà, c'est pas un hasard s'il est classé en première catégorie. Ça roule, Peyresourde, ça roule. Il y a régulièrement des replats. Faut pas forcément se fier au kilométrage et au pourcentage de chaque kilomètre. Chaque kilomètre a des portions qui te permettent de récupérer. Donc, je pense que dans la Ourquette dans 6 ans, c'est un peu dommage que voilà, les pourcentages en noir qu'on voit soient au début de la montée parce que. C'est pas de la faute de l'Orquette dans 6 ans. Non, c'est pas de la faute. Non, mais j'adore l'école pyrénéen, c'est pas du tout de la faute de la Ourquette dans 6 ans. Mais le fait qu'en plus l'arrivée en descente soit jugée un petit peu loin, je veux dire, pour aller jusqu'à Bagnères de Bigorre, il y a des kilomètres quand même. C'est pas juste la descente de la Ourquette dans 6 ans, il y a un peu de plaine après, alors c'est du faux plat descendant, mais Oui. ça fait un peu loin, quoi. Je veux dire, du coup, je pense qu'on se privera d'une bataille entre favoris. Moi, je pense Même pas. même si ce serait sympa que certains osent, j'ai peur qu'on ait des outsiders, des seconds Depuis couteaux qui plusieurs, essayent. années, depuis plusieurs années, de toute façon, les étapes avec arrivée en descente font plus d'écart qu'avec des arrivées au sommet. Mais elle est loin la descente. Je veux dire, sur la Oui, fin, mais il y a ça moyen de reste, revenir. ça reste une descente et c'est des moments où tu reprends rien finalement en descente, quoi qu'il arrive. Pour revenir Sur le début, ouais. Sur les... Parce que si on peut revoir le profil, je crois qu'il y a, après le sommet de la Ourquette dans 6 ans, il y a au moins 20 km. Donc sur les 10 premiers, ça va être assez technique, tu reprends rien. Que descendre, tu vois, c'est pas comme Chambéry, en 2017 par exemple. Là, pour le coup, je pense vraiment que ça peut être une bonne rampe de lancement pour les favoris. on a les pronostics pour cette étape-là. Alors, on fera les pronostics Et suite aussi, et les excuse-moi, présentations. Vas-y, Polo, vas-y. je te coupe, il y a aussi des bonifs en haut de la Orquette, ce qui peut peut-être intéresser des potentiels favoris un peu largués au général. Et même espérant des que ça Julien à la dépendra. Philippe. En espérant qu'il n'y ait plus d'échappée, quoi. En espérant qu'il n'y ait plus d'échappée, même si vous verrez mon pronostic plus tard, ce n'est pas forcément ce que je crois. Mais ce n'est pas plus tard, Polo. On va le voir tout de Oh, bah suite. d'accord. Le pronostic, exactement. Voilà. Oh là Polo là 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 là. qui pronostique Vincenzo Nibali, je pronostique Romain Bardet. Quel flambeur! Et oui, bah, évidemment, mais je suis Ça y est, obligé. Avec son Voilà. pote, là. Joseph en roue libre. Et donc, Robin pronostique Valverde. Polo, à toi l'honneur, qui a choisi un des favoris que tout le monde voit, Vincenzo Nibali. Bah, Il veut te dire qu'en plus, t'es pas original. pour le coup, Nibali, c'est un peu l'épouvantail de cette étape. Dès qu'on voit une descente, de toute façon, après une étape de montagne, on pense à Nibali. Mais au-delà de ça, maintenant, Nibali n'a plus rien à jouer au général. Ça veut dire que Nibali peut partir de loin. Il a pris des tirs dans les étapes de Saint-Etienne et à la planche. Du coup, il s'est réservé. Il n'a pas mis un coup de pédale dans cette première semaine. Donc, sa forme en plus va aller crescendo, sachant qu'il sort du Giro. Non, ça par contre, je sais pas trop. Je sais pas où je m'emballe peut-être un peu. Sa forme n'ira pas du tout crescendo. Mais voilà, c'est plutôt le contraire. S'il veut profiter d'une étape où il est encore un peu en forme, je pense que c'est ses premières étapes des Pyrénées, en plus sur un profil qui lui convient parfaitement. Nibali, dur de ne pas pronostiquer le requin de Messine aujourd'hui. Valverde pour toi, Robin. Ouais, moi, je vois pas une échappée aller au bout, en fait, aujourd'hui. Je vois quand même les mecs qui iront devant se faire reprendre de leur quête dans 6 ans. Et je pense que Valverde sera dans le groupe des favoris parce que j'imagine pas non plus une grosse bagarre. Donc Valverde devrait être là pour aider Quintana. Et ensuite, si ça arrive groupé avec 20 mecs à Bagnères de Bigorre, faudra trouver un mec qui a une meilleure pointe de vitesse que Valverde et il n'y en aura pas beaucoup. Et donc moi je mets Romain Bardet qui est un des meilleurs descendeurs du monde, on le sait. Romain Bardet qui a assez, je pense, d'écart au général pour pouvoir partir à un petit kilomètre de l'arrivée. Après il ne faudrait pas que l'échappée soit trop loin, je ne le vois pas prendre l'échappée. En revanche, s'ils ne sont pas trop loin, je le vois largement capable d'aller attaquer sur la fin de la Ourquette et de faire la descente. Nibali peut très bien gagner en partant de loin comme en partant au pied de la Ourquette dans 6 ans si les échappées reviennent, si les échappées se font reprendre. Donc c'est ça aussi que j'aime bien sur mon prono, c'est qu'il est un peu
En fonction de la, Oui, de la physionomie de la course, il peut s'adapter. On passe à l'étape 13, le contre-la-montre individuel de Pau. Voilà, on part de Pau, on revient à Pau, on fait une boucle. Contre-la-montre qui est très difficile sur la première partie, qui est un peu plus roulant sur la deuxième partie. Robin, Polo a commencé à présenter l'étape 12. Je te laisse l'honneur de présenter cette étape 13. Ouais, moi j'ai toujours du mal à lire ces profils de contre-la-montre. Ouais. On ne sait jamais vraiment ce qu'il en est, à quel point ça va être difficile ou pas. J'ai l'impression que tous les ans, on nous propose régulièrement des profils qui montent et qui descendent accidentés comme ça. Et quand on y arrive sur le chrono, tout le monde te dit que finalement, c'est quand même bien plat. Donc oui, on a une petite bosse. Là, on le voit à 7% sur 3 km. Bon, 3 km, ça ne va pas permettre aux grimpeurs de sauver les dégâts. En plus, c'est un chrono, on le voit, étape 13. On n'est pas vraiment en fin de tour comme on a régulièrement un chrono sur la 19e, sur la 20e étape. Où dans ces cas-là, on dit souvent c'est plus une question de fraîcheur que de qualité de rouleur. Là, on n'a pas encore passé la grosse montagne. Donc pour le coup, ça va être un chrono, je pense, de spécialiste. C'est-à-dire que si tu es bon rouleur, tu feras un bon chrono. Si tu es frais, évidemment, tu vas pouvoir faire un peu mieux que certains qui sont déjà cramés. Mais si tu n'es pas bon rouleur, tu perdras beaucoup de temps. Et donc je pense qu'un mec comme Geraint Thomas là-dessus va se régaler. Ouais, clairement, avec l'étape de la veille qui sera un peu en montagne, c'est difficile de ne pas voir Geraint Thomas faire un chantier dans ce chrono, même si la distance est finalement assez courte. Voilà, comme on le savait avant le départ, Ineos va pouvoir profiter de ce chrono. Il aurait fallu que les adversaires soient beaucoup plus près au général pour les embêter. On verra ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai peur qu'après cette étape de Pau, on ait déjà une bonne idée de qui va remporter le maillot jaune à Paris. C'est l'étape 13 du coup, ce contre-la-montre qui est placé d'ailleurs entre deux étapes de montagne. C'est pas forcément commun comme placement. Le lendemain, on aura l'étape 14, donc logiquement entre Tarbes et arrivée en haut du Tourmalet, Polo. Ouais, ça pour le coup, grosse course de côte. Je pense que le col du Soulor sera un peu galvaudé. Je pense que les favoris, pour le coup, là, vont jouer la victoire. Ça va être très nerveux, ça va aller très vite. Sur une course de côte comme ça, un peu nerveuse, sur un Tourmalet qui est quand même mythique. Je lis le mot, le souvenir Jacques Godet, ça fait toujours quelque chose. Comment voir cette étape? Il faudra attaquer pour tous les favoris qui ont pris des pilules au contre-la-montre, et il y en aura. Les Pinot, les Quintana seront des mecs qui devront attaquer sur ce Tourmalet. C'est assez roulant, mais au début, ça se corse à la fin. Moi, j'aimerais que les grandes manœuvres soient lancées, même peut-être sur le col du Soulor, mais c'est pas le genre. Dans une étape où il y a un profil qui n'est pas incroyable, mais qui peut le devenir par l'attitude des coureurs. Ouais, après, de toute façon, quand tu as le Tourmalet, c'est incroyable. Ouais, franchement, moi, je suis fasciné par ce col. Et déjà, le Soulor, franchement, c'est pas une partie de plaisir. Alors, il est loin de l'arrivée. Ça va pas se bagarrer, on est d'accord. Mais c'est improbable de voir le Soulor être utilisé comme. Ce serait assez improbable. Ouais, après, mais ça va quand même faire mal aux pattes. Et si on doit comparer notamment le Soulor avec Peyre-Sourde, les deux sont en première catégorie. Les deux ont un kilométrage à peu près similaire. Mais je peux dire que le Soulor fait beaucoup plus mal aux jambes. Je l'ai monté en étant plus en forme et plus vieux, et pourtant j'ai eu plus mal. Donc voilà, et après le Tourmalet, bien sûr que ça va être une montée déterminante. On voit en plus que pour le coup, cette montée-là, elle est parfaite dans le scénario puisque les forts pourcentages sont sur le haut de la montée. Ouais. Donc bon, ça peut aussi brider certains favoris qui vont attendre les derniers kilomètres, mais de toute façon, sur le Tourmalet, tu peux difficilement partir à 15 bornes ou à 10 bornes hein, parce que c'est quand même très très risqué. Tu sais pas dans quelle forme tu seras 5-6 km plus haut. Donc voilà, ça passe par barège, c'est pas le côté le plus difficile. Oui, voilà, c'est pas le côté plus difficile, j'allais dire. Tu l'as pris par ce côté? Je l'ai fait par ce côté-là, oui, mais je l'ai fait deux fois par la Mongie et tu souffres beaucoup plus par la Mongie. Où quand tu arrives, t'es oxy déjà à la Mongie et il n'y a pas de repos jusqu'au sommet. Là, on va dire que voilà, si tu gères bien ta montée, tu as un petit replat en plus avant un petit replat, c'est léger, hein, mais avant d'entamer les 3-4 derniers kilomètres qui sont très durs. Donc tu peux te refaire un peu la cerise avant la bagarre, on va dire. Donc voilà, malgré tout, c'est pas le côté le plus dur, mais malgré tout, on le voit, il y a beaucoup de choses à faire sur ce Tourmalet. Et pour les favoris, ce sera, je pense, surtout si on n'a pas de bagarre aujourd'hui, ce sera le premier gros test et on verra là tout de suite quelle est la hiérarchie en montagne. Clairement. Et il y aura du temps à attraper pour les favoris qui seront obligés d'attaquer. S'ils n'attaquent pas là et qu'ils attendent les Alpes, comme on l'a peut-être trop vu sur les dernières années, ce sera très frustrant et très dommage pour eux parce qu'ils n'arriveront à rien finalement. Arnaud nous dit étape 14, meilleure étape du Tour de France cette année. Étape 15, 185 km. On avance dans les Pyrénées. Limoux,
Foix Pradalbi. Alors là, on est sur 3 massifs montagneux, même 4 si on compte le col de Montségur. Polo, 4700 mètres de dénivelé. Ouais, là, pour le coup, je crois qu'il va se passer beaucoup de choses dans cette étape, avec la fatigue des 2 premières étapes pyrénéennes, plus du contre-la-montre. C'est quand même un profil qui se prête à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Tu peux lancer dans le port de Lars, tu peux lancer les hostilités de loin, et après, ça fait que monter et descendre. Après, ça se jouera que à la pédale, que à la cuisse. Donc, et puis, une arrivée au sommet. Si en plus, tu t'anticipes un peu, là, honnêtement, quand je vois ce profil, c'est peut-être la plus sous-cotée de ces étapes des Pyrénées, mais c'est, je pense, celle qui fera le plus d'écart. Il y a Guillaume de Almeida, un coureur de l'US Maya, qui fait la présentation dans Vélo Magazine, qui disait que c'est l'étape reine du Tour de France, Robin. Je sais pas, ça monte pas très haut, il y a quand même des belles étapes dans les Alpes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à faire sur cette étape, tu as raison Paul. Il faudra partir d'assez loin malgré tout, parce que la montée finale sur Foix Pradalbi, les 3 derniers kilomètres sont vraiment pas les plus durs, donc il faudra se détacher avant. Si on attend comme au Tourmalet le final, bah, ce sera très dur de lâcher qui que ce soit. Et ce qui est dommage aussi, c'est que le mur de Péguerre soit à 40 km de l'arrivée, le sommet, parce que c'est une montée très difficile, avec plus de 12% sur 3 km. Ça peut être une rampe de lancement. Donc, voilà, Je trouve ça pas mal aussi que ce c'est soit. bien, c'est bien que ce soit là. Est-ce que les favoris vont réussir à l'exploiter? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça laisse une possibilité. Il y a une bonif à prendre au sommet. Il y a des pourcentages très très Ça. costauds. Derrière, ça descend et ça remonte tout de suite avec Foix Pradalbi qui est dur sur le pied. Donc, disons qu'il n'y aura pas de répit, il n'y a pas de plaine. Donc, ça peut fonctionner. Moi, Mais il faudra être audacieux. Moi, je pense qu'elle est très bien construite, très bien dessinée cette étape, et qu'il va se passer énormément de choses. Puis comme ça m'enlève un peu d'attente sur l'étape du Tourmalet, etc., où je pense que ce sera plus des courses de côte, finalement, comme aujourd'hui sur la Horquette dans 6 ans. Là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment avoir une course de mouvement dès le port de l'Ers, en fait. Donc voilà, c'est terminé pour la prévue des Pyrénées. De toute manière, comme vous le savez, on est tous les jours en live de 11h à midi sur le stream. Donc On en reparlera. tous les matins, on va reparler, on va reprendre et on va aller encore plus dans le détail pour vous dire ce qu'il peut se passer si par hasard, par exemple, vous pronostiquez. Et oui, ça peut arriver, mettre votre argent sur des petits chevaux, mais savoir surtout ce qui va se passer dans cette étape et dans ces profils. On va passer au débat. C'est parti parce qu'on va savoir comment les coureurs peuvent utiliser ces Pyrénées. C'est parti. Qui va profiter de ces Pyrénées? C'est la question que Roue Libre se pose aujourd'hui. Polo, est-ce que tu as un premier coureur, une première envie de parler sur ce débat? Ouais, moi j'ai envie d'y croire, parce que vous savez très bien, moi je suis un romantique, je suis un romantique, et en plus je suis un patriote. Donc, beaucoup, et j'ai envie de voir Thibaut Pinot et Romain Bardet briller dans ces Pyrénées. Il y a des profils qui leur correspondent à tous les deux. L'étape du Tourmalet pour Pinot, cette première étape à Bagnères de Bigorre pour Bardet, même Pinot sur l'étape de Foix Pradalbi, où ça monte finalement pas très haut, mais où les difficultés s'enchaînent, où ça ressemble plus finalement à un Tour de Lombardie plus des courses qui conviennent vraiment à Thibaut Pinot. Il y a énormément de choses à faire pour ces 2 coureurs français. On rentre sur leur terrain, c'est à eux maintenant de faire tout péter. On va dire dans des dynamiques un peu différentes. Ils ont tous les deux perdu du temps, ils sont tous les deux revanchards. S'ils mettent pas le feu dans les Pyrénées, c'est que je ne m'appelle plus Paul. Paul, tu as préparé un baromètre Pinot. Oui, le baromètre. Voilà, Erwan Kili, si vous pouvez le mettre, il s'appelle le baromètre Pinot. Polo a préparé les 4 profils. Et comment est-ce que ces étapes-là peuvent profiter à Thibaut Pinot? Est-ce que tu peux nous expliquer, Polo? Voilà, du coup, la première, Bagnères de Bigorre, j'adore. Je me fais rire tout ça, c'est catastrophique, je suis fatigué. Bagnères de Bigorre, ouais, ça peut lui convenir, parce qu'il sera revanchard plus que le profil. C'est le sentiment de revanche quand il va attaquer l'Orquette dans 6 ans, il n'aura qu'une envie, c'est de mettre une énorme mine. Après, on verra quand ça se passera dans la descente, quand ça se passera vis-à-vis des autres favoris. Après, le contre-la-montre de Pau, voilà, je pense que l'emoji parle pour lui-même. Le Tourmalet peut vraiment, vraiment bien lui convenir. Et puis, j'en ai parlé, ouais, Frappe à Dalby. Pareil, ce profil un peu Lombardia plus, qui peut aussi lui convenir. Faudra voir. Le meilleur emoji, celui qui convient le plus, c'est celui avec les petites mains, là, c'est ça? Oui, Oui, on le connaît cet emoji, Polo, en haut à droite. L'emoji, j'ai Il hâte dit qu'il d'y veut être. dire beaucoup de choses. L'emoji, j'ai hâte d'y être, j'ai envie d'en découdre, et je suis ravi quand je reçois un nude d'une femme. Quoi. Voilà. C'est un peu celui-là, si Voilà, j'ai compris. Voilà,
Est-ce que tu es d'accord avec ce paramètre Pinot, Robin? Pour Pinot, ouais, mais disons que moi j'aurais fait le même avec Geraint Thomas, mais avec que l'emoji avec les petites mains quoi, Ouais, mais sur les 4 oui, étapes. C'est ça le Donc, problème. Il est où le rêve dans ce prono mais est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on dit aux rouleurs ce qui va se passer? Et voilà, c'est ça la question. Parce que ces Pyrénées, en fait, ils correspondent parfaitement à Geraint Thomas. Et on arrive sur le terrain de Romain Bardet et Thibaut Pinot, surtout Thibaut Pinot, parce qu'on a plus confiance en lui pour le classement général. La vérité, c'est qu'on arrive surtout sur le terrain des Ineos. Et Dave Brailsford le disait hier, on arrive enfin sur notre terrain. Voilà, mais les Sky aussi, les Ineos, pardon, attendent aussi ces Pyrénées, au moins autant que Thibaut Pinot. Et si on se rappelle bien, l'année dernière, dans les Alpes et dans les Pyrénées, le plus fort, il s'appelle Geraint Thomas en montagne. À la Rosière, il met 20 secondes à tout le monde. Il met 1 minute à des garçons comme Bardet, comme Nibali, comme Quintana. À l'Alpe d'Huez, il bat encore tout le monde à la pédale d'une poignée de secondes. pas dans ton jeu. À Saint-Lary-Soulan, c'est la même chose. Donc on croyait que c'était des ascensions pas faites pour lui et sur toutes les arrivées au sommet. Le plus fort l'année dernière, c'était Geraint Thomas. Donc le mythe de Geraint Thomas qui serait prenable en montagne, il n'est pas prêt de s'effondrer. Je pense même qu'il n'existe pas, qu'il n'existe plus. Il est le patron. On l'a vu à la planche des belles filles. Encore une fois, une ascension qui n'était pas censée lui convenir parfaitement, qui était davantage faite pour un Thibaut Pinot. Il était encore le plus fort. On pensait aussi à Egan Bernal qui pouvait peut-être faire mal à Thomas sur la planche des belles filles. Ça, c'est pas vérifié. Donc voilà, je pense que c'est plus Thomas qui va lâcher les autres que l'inverse. On a une déclat de Geraint Thomas qui a dit, qui est des propos rapportés par Cyclisme Actu, qui nous dit « Nous avons beaucoup d'expérience dans notre équipe, les gars savent ce qu'il faut faire pour sortir du lot sur ce tour. Cette expérience est extrêmement importante dans une course comme celle-ci. » Paul, c'est vrai que là, voilà, avec ce coup de bordure qu'il y a eu, Ineos est dans une situation parfaite, dans la situation qu'elle aime, pour contrôler la course. Clairement. Après, je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir la forme de Geraint Thomas en haute montagne, voir comment il va pouvoir enchaîner les difficultés. Si on se réfère à sa forme de l'année dernière, il n'y a pas de problème. Si on se réfère à la Planche des Belles Filles, évidemment, il n'y a pas de problème. Bon, j'essaie de trouver des trucs pour se rassurer, mais c'est pas facile. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si Ineos peut contrôler la course comme ils l'ont contrôlé l'an passé. On les a vus mieux sur cette fin de première semaine, même beaucoup mieux. Ils perdent quand ils n'ont pas Froome. Et finalement, dans les rotations en haute montagne, ça peut être aussi important. On a vu des Castroviro, même si Kwiatkowski, c'est plutôt pas indéfendu, un Woodpulse qui était un peu loin, même si on sait que lui, plus dans les Alpes, il pourra faire du travail. Est-ce que sur ces Pyrénées, l'équipe Ineos sera prête à contrôler la course pour un Geraint Thomas pour qu'ils montent à leur train, un train qui leur convient le mieux? Et c'est là que je pense aussi que les différents adversaires de cette année d'Ineos, je pense à Bardet revanchard, plus revanchard que l'an dernier. Je pense à un Thibaut Pinot qui a des très bonnes jambes. Il perd pas. S'il est largue général, il ne les perd pas à cause de ses jambes. Hein. Il est très en forme, Thibaut Pinot. Et un Jakob Fuglsang aussi qui doit attaquer de loin. Et on sait aussi qu'il sera très en forme. Ils peuvent vraiment les mettre en difficulté, au moins faire un peu sauter cette équipe Ineos, notamment Astana qui a les armes, je pense, en montagne et les groupes FDJ pour les emmerder un petit peu. On va terminer. Vas-y, Robin, excuse-moi. Le problème, c'est qu'on n'a pas parlé du chrono là-dedans. Et que même faire jeu égal avec Ineos en montagne, Thibaut Pinot, je l'en crois tout à fait capable, mais ça suffira pas parce que tu entameras cette étape du Tourmalet avec un débours très important. Voilà, aujourd'hui, Geraint Thomas, il a 1,19 d'avance sur Thibaut Pinot. Est-ce qu'il aura plus ou est-ce qu'il aura moins à la sortie des Pyrénées dimanche soir? Il y a fort à parier quand même qu'il ait plus. Je ne sais pas si on a le temps. J'avais fait un peu l'analyse des derniers chronos. Voilà, je vais pas tout faire peut-être, mais Geraint Thomas c'est un mec qui gagne des chronos tout simplement. Voilà, il y a 2 ans sur le Tour de France, il gagne le chrono du Düsseldorf. L'année dernière à Espelette, il fait 3e. Voilà, c'est un rouleur. L'année dernière à Espelette, il met 35 secondes à Kwiatkowski, 40 à Jungels, 1 minute à Roglic. Est-ce que Pinot va être dans ces temps-là? Je ne suis pas sûr. Donc, si Pinot perd moins d'1 minute, ce sera déjà très beau. Arrive plus tard aussi. Tout à fait. Mais je veux dire, si Pinot perd moins d'1 minute, c'est déjà très beau. Et voilà, comme je disais, la question, 1,19 de retard pour Pinot avant les Pyrénées. Est-ce qu'il aura plus ou est-ce qu'il aura moins après? Moi, je pense qu'il aura plus. 4 Mapei qui dit 2 minutes 30 d'avance pour Thomas sur Pinot issu du chrono. Je vise là-dessus aussi. Pareil. Après, c'est pour ça qu'ils seront obligés de foutre le feu dans les Pyrénées, dans les étapes qui suivent. Et on a vu une déclat de Thibaut Pinot qu'on va prendre. Hein. Voilà, il dit « Je sais, j'ai les jambes, j'ai la rage, il peut se passer plein de choses. L'arrivée au sommet du Tourmalet va faire très mal, il n'y aura rien du tout, pas de rond-point, pas de bordure. Ça se jouera à la cuisse. J'aime bien ça. Il annonce qu'il va faire le bon état d'esprit. Il a vraiment le bon état d'esprit. Et s'il dit ça, connaissant Thibaut Pinot, c'est qu'il doit se sentir vraiment très fort. Après, est-ce que Geraint Thomas sera moins fort? Est-ce que tu n'auras pas Thomas sur le porte-bagages à chaque fois que tu essaieras de bouger? Mais Thibaut Pinot va foutre un bon fuego, je pense, dans les Pyrénées. Et Geraint Thomas ou Egan Bernal, l'un ou l'autre qui. Alors Thomas me paraît vraiment au-dessus et je crois que du côté d'Ineos, on a choisi aussi. Hein. On verra. Dernière question qu'on se pose, elle concerne Julien Alaphilippe. On va rappeler le classement général du Tour de France actuel. Julien Alaphilippe qui est premier devant Geraint Thomas et Egan Bernal. Les amis, jusqu'où
Julien Alaphilippe, dans ces Pyrénées, peut-il garder le maillot jaune, Paul? Moi, je pense jusqu'au Tourmalet. Il va le perdre au Tourmalet. Après, le sauver aujourd'hui, en étant dans le match aujourd'hui, je pense, avec les favoris. Si Le ça se chrono, bagarre pas, ouais. il a vraiment bien progressé en chrono cette année. On en a vu notamment gagner un à San Juan. Celui qui fait au Dauphiné est très bon aussi. Je pense que s'il a 1 minute 10 d'avance comme ce qu'il a aujourd'hui sur Geraint Thomas, il le gardera pour le chrono, mais par contre, il va prendre un tir, je pense, sur le Tourmalet. Donc ouais, le Tourmalet. Tout pareil, je rejoins totalement l'analyse de Paul. Quelques déclarations à propos de Julien Alaphilippe. On va prendre pour commencer celle du Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos, qui dit dire qu'il fait peur n'est pas juste, mais dans le futur, il fera peur, Ouais. c'est sûr, dans plusieurs années. Mais s'il est le plus fort, cette année, il sera en jaune à Paris. Dans les prochains jours, on va voir si on doit avoir peur de lui. Il y a des déclats comme ça qui sont assez prudentes. On en a d'autres de Laurent Biondi, par exemple, dans l'équipe aujourd'hui, qui dit « Je n'avais jamais imaginé Wiggins gagnant du Tour de France. Alaphilippe et lui n'ont pas du tout les mêmes profils, mais on peut les englober dans la même interrogation. Non. Cette saison, tout s'ouvre à lui et rien ne lui fait peur. » Ouais, Et on mais termine. Il faut entamer le tour avec la philosophie de le gagner, ce qui était le cas de Wiggins malgré tout en 2012 et ce qui n'est pas le cas d'Alaphilippe cette année. Et on termine avec Charlie Motet. Si cela ne bouge pas à Bagnères de Bigorre, il faudra lui reprendre 2 secondes au kilomètre sur le contre-la-montre. C'est beaucoup. Il a de bonnes chances Ouais, de garder le maillot après ce chrono. je pense qu'on va être surpris bon, on ne sera pas surpris en montagne, mais je pense qu'on va être surpris du chrono d'Alaphilippe à Pau. Il va jouer sur la fraîcheur qu'il a de cette première semaine. Ce sera beaucoup plus compliqué de finir le tour, je pense. Mais on va être surpris. Je vous l'annonce, on va être surpris par le chrono de Julien Alaphilippe qui va faire à fond avec un maillot jaune, transcendé, poussé par le public. Il va y avoir, à mon avis, moins d'écart que ce que l'on pense. Et vous êtes plusieurs à l'annoncer, à nous le dire que sur Eurosport, Schleck annonce Alaphilippe sur le podium cette année. Donc, écoute, Voilà. la parole d'Andy est sacrée dans Le cycle. problème, c'est Il qu'on connaît quand même un peu. on aurait bien aimé le voir faire un tour à la Vauclair 2011, mais Vauclair on en a déjà parlé, Vauclair avait beaucoup plus d'avance. Et puis Alaphilippe a déjà beaucoup donné C'est surtout ça, cette ouais. première semaine. Donc tranquille, on verra pour les années suivantes. Je ne sais plus qui disait ça dans les déclats que tu nous as donnés, mais c'est Portal. Oui, cette année non, mais ça va lui donner des idées. Et je pense que dans 2 ans, peut-être 3, il va venir avec l'objectif de gagner le Tour de France, en étant On ne prêt, avec pensait un pas seuil du- on ne d'aéronomie pensait pas du bien tout avant bien le Tour plus de France. développé. Et là, à mon avis, Alaphilippe, il va être dur à prendre. Ah, c'est vrai qu'on a un peu changé de vision avec ce Tour de France et de voir ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est terminé pour ce débat. On va passer à la chatroom. Il y a énormément de questions. Chatroom Préparez-les. rapide, hein. Oui, On est en chatroom. retard aujourd'hui. Mais chatroom quand même, Chatroom rapide, quand mais même. chatroom quand même. C'est parti. Chatroulette. Oui, chatroom rapide parce qu'il est déjà 38, ça fait 38 minutes qu'on est ensemble, on voit le temps passer très très vite. Est-ce que les Pyrénées, Clément demande, est-ce que les Pyrénées conviennent mieux à Pinot que les Alpes, Robin? Non, moi je pense que c'est les Alpes qui lui Moi correspondent aussi. le mieux. Ça monte plus haut, ça monte plus longtemps, il y a plus de cols. L'arrivée en descente, là, elle n'est pas non plus taillée pour lui. Fois Pradalbi, comme je disais, les forts pourcentages sont sur le début de la montée, donc ça ne va pas forcément l'arranger. L'arrivée au Tourmalet lui convient vraiment, les 2 autres, moins. Donc je pense que les Alpes lui. Après, attention à la chaleur dans les Alpes, ils annoncent beaucoup plus de chaleur. Là, par exemple, où on annonce peut-être des orages et des chutes de température dans les Pyrénées, ils annoncent pas mal de chaleur dans les Alpes. Donc on sait que Thibaut n'aime pas forcément ça. Mais sur les profils, je crois être d'accord avec Robin, ça lui convient mieux. Il y a Calm Clays qui a demandé Barguil, futur sprinter. Paul, il a fait 10e de l'étape. Barguil, il a des bonnes jambes. Hein. C'est très disparate. On l'a vu un peu dans la planche des belles filles. On l'a vu être dans le bon groupe sur la bordure. On le voit emmener un sprint pour Greipel et finir finalement 10e de cette étape. Ça annonce quand même des belles jambes pour Warren Barguil et ça tombe bien parce qu'on arrive en montagne, là où il est censé être le plus fort. J'ai une bonne sensation, une bonne impression pour Warren sur ces prochains jours. On va voir ce qu'il est capable de nous faire. Alors nous, effectivement, on est excités. Polo, t'es beau, dit Gunlock. Merci, c'est gentil. Toi aussi, t'es beau. On est effectivement excités toujours à l'approche du premier massif montagneux, même s'il y a eu les Vosges déjà. Mais bon, il y a les sprinters qui sont un peu plus dans la galère. Et j'ai vu une question, quel sprinter ne passera pas les Pyrénées, Robin? Bon, on peut se dire que là, les Pyrénées, ils en ont peut-être un peu moins peur que des Ouais, Alpes. c'est ça, c'est les Alpes qui vont faire mal, mais vu que les Alpes seront juste à quelques jours de l'arrivée, ce sera plus facile de se mettre dans un état d'esprit conquérant, de se motiver pour passer ces derniers cols, ces grosses ascensions qui vont passer à plus de 2000 mètres. Je pense que sur l'étape d'aujourd'hui, ça le fait. Mais samedi, dimanche, ça va quand même être assez dur. Et on se rappelle que Groenewegen, l'année dernière, avait rapidement jeté l'éponge dans les Alpes, d'ailleurs, après la journée de repos d'Annecy. Donc, je pense que Groenewegen peut être en danger.
Viviani aussi. Et après, bon, ces Viviani, mecs-là, c'est ces quand mecs-là même doivent penser un aux rapport Champs-Élysées, correct quoi. parmi Mais je les... dirais que oui, celui qui a le plus chaud, c'est Groenewegen et il va devoir se battre un petit peu. Ouais. Je vois des messages. Je préfère Joseph, il est beaucoup plus sec. J'aimerais le voir habillé en cycliste. Franchement, Je vais devenir je suis jaloux. je suis mieux comme ça qu'en cycliste. Hein, franchement, c'est chaud. Comment va Rohan Dennis Ce sera la dernière question. Comment va Rohan Dennis demande Gauthier, un des favoris Eh ben, on contre n'en a la montre. aucune idée. J'en ai hein. On verra vendredi ce qu'il fait sur le chrono. Alors pour l'instant, on l'a absolument pas Il vu. va jouer le général, je pense Voilà. qu'il va vraiment s'accrocher le plus possible dans l'étape d'aujourd'hui. Ou alors, bah, en fait, il y a deux options. Je ne sais même pas ce qu'il va choisir. Il est déjà un peu loin au général. En fait, il est trop loin en général et le contre-la-montre peut Est-ce qu'il parfaitement lui va pas, convenir. Ouais, est-ce qu'il va le pas se chrono relever doit aujourd'hui lui pour convenir. pas trop mettre de coups de pédale et tenter la victoire d'étape demain? Si j'étais lui, je ferais ça. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup bossé sur le fond et pour être fort sur le classement général et notamment en montagne, qu'il a un peu perdu cette année de caisse pour les contre-la-montre. Alors peut-être que je me trompe, mais en Je tout cas pense sur le, qu'on aura une bagarre Thomas Denis. sur Bah, le, il est- sur le Tour de Suisse, Bernal perd presque rien sur un contre-la-montre à peu près la même distance. Donc Il a 1h10 au classement général, Rohan Dennis. Ouais, ça va être compliqué de s'accrocher pour le il a général. pas vu ça où lui? Non, C'est ce que je regarde. C'est ce que j'ai regardé. Il a Non, mais- 1h10. Il a clairement lâché le classement faut général. qu'il fasse Peut-être, mais peut-être justement pour le faut contre-la-montre. qu'il fasse un il peut gros viser. péto peinard aujourd'hui et qui Ouais. donne tout demain. Je pense que c'est ce qu'il a prévu. C'est ce qui est prévu à mon avis. Ouais. Ouais. Ouais, soit il y a du genre, il y a plus de 150 coureurs. Des fois, on a quelques coureurs qui passent entre nos mailles et entre les analyses. Voilà, c'est terminé pour la chatroom, les amis. Robin, j'espère que tu es prêt parce Bien que sûr. ça va être à toi de prendre la parole pour la rétro-chronique du vélo. Cette rétro-chronique du vélo, aujourd'hui, elle est sur Alexandre Vinokourov. On est beaucoup parti dans les années 50, dans les années 80. Là, on se rapproche de notre siècle, Robin. Alors, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de parler d'Alexandre Vinokourov? Parce qu'on passe, on en parlait tout à l'heure, par le col de Peyresourde aujourd'hui, un col mythique des Pyrénées, même si je l'ai un peu annoncé comme pas très très dur. Mais donc en 2007 déjà, on était passé par le col de Peyresourde, un endroit où Alexandre Vinokourov nous avait gratifié de l'un de ses plus grands exploits sur le Tour de France, même si c'est un exploit qui n'a pas tenu longtemps et qui est plus à son palmarès aujourd'hui. À l'époque, pour recontextualiser un petit peu sur ce Tour de France 2007, on est un an après l'affaire Puerto, qui a fait quelques ravages malgré tout dans le peloton. On a Evan Basso qui est suspendu, on a Jan Ullrich qui n'est plus là. Donc en fait, Alexandre Vinokourov, qui a fait troisième déjà du Tour de France en 2003, quatrième en 2005, il est annoncé favori numéro 1 de ce Tour de France. Il n'est pas tout jeune, il a 33 ans et il sait que c'est sûrement sa dernière chance pour jouer le général, pour aller chercher un maillot jaune, qu'il n'a jamais porté d'ailleurs. Et il dit, à mon âge, Armstrong gagnait son dernier tour. Donc et voilà, il est conscient que c'est sans doute l'année ou jamais. Et il a comme coéquipier notamment Andreas Klöden, qui n'est pas n'importe qui a 2 podiums sur le Tour de France en 2004 et en 2006. Et voilà, il fait office au départ de Londres en 2007 d'épouvantail. Et je vois, Comme, il y a Kasheshkin. Kasheshkin et Savoldi. Kasheshkin qui faisait podium sur la Vuelta en 2006 aussi. Il y a Rompu qui nous dit Vino, Armstrong, que des bons mecs dans les rétros, mais on rappelle aussi qu'il y a eu du Moncassin, qu'il y a eu du Merckx. Voilà, il n'y a pas que, Et que des, ceux qui se sont des pas références fait choper- dopage. Et que ceux N'hésitez qui ne se pas. sont pas fait choper n'étaient pas forcément clean, hein, surtout sur Aussi, ceux ouais. dont on a parlé en début de tour. Donc voilà, on est sur le Tour 2007. Tu as recontextualisé un peu, Robin, et là, tu vas nous parler de cet exploit fou sur Peyresourde. Ouais, on est sur la 15e étape entre Foix et Loudanviel. Et Vinokourov est largué au général, alors qu'il était le favori numéro 1, je viens de vous le dire, de ce Tour de France. Et du coup, par orgueil, il a envie de faire un gros coup dans les Pyrénées. Il surveille tous ceux qui partent dans cette échappée. Il ne laisse pas le bon coup partir. Il essaye plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, c'est pas la bonne échappée. Mais il persiste et il finit par être dans ce bon groupe qui part et qui, sur cette étape-là, va se jouer la gagne parce que le peloton laisse partir. Il y a 17 équipes, il me semble, représentées à l'avant. Donc autant dire que dans le peloton, il n'y a personne pour rouler. Et on sait qu'à ce moment-là, cette échappée va se jouer la victoire. Et forcément, là-dedans, Vinokourov fait office de favori. Il faut passer ce jour-là le Portet d'Aspet, le col de Manté, puis le Port de Balès, qui est quand même un énorme Bord de morceau. Balès, il régale. Et enfin, le col de Peyresourde. Donc Vino fait le ménage, Vinokourov, dans l'ascension de Peyresourde, qui est la dernière du jour. Et à l'arrivée, il termine en solitaire une cinquantaine de secondes devant des garçons comme Kim Kirchen, Eymar Zubeldia, Bernard Kohl, Christian Van de Velde, qui sont pas non plus des peintres. L'échappée royale. Voilà, dans une échappée royale, tout à fait. Et donc, on a cette victoire qui nous intéresse. Et en plus,
faut le dire que Alexandre Vinokourov, tu as commencé à l'aborder, mais il est très long en général parce qu'il a eu un début de tour catastrophique. Ouais, c'est un tour galère en fait pour Vinokourov et très vite, malgré ce statut de favori, il va comprendre que le maillot jaune il n'est pas pour lui cette année-là et qu'il sera jamais pour lui. Sur la 5e étape, on est entre Chablis et Autun, il chute lourdement, il est touché aux 2 genoux, il remonte sur le vélo mais complètement ensanglanté. Il y a toute son équipe qui roule pour le faire revenir. On est encore en première semaine, on se dit que voilà, il a pris une chute, mais il faut absolument qu'il recolle au peloton, qu'il perde rien. Et lui, il est sur le vélo, mais vraiment un warrior. On dit Vino Courage à l'époque. Il hurle sur le vélo en roulant, mais il roule fort encore. Il lâche tous ses coéquipiers qui se sont laissés décrocher. Certains ont même fait demi-tour pour venir le chercher. Il les lâche dans la poursuite et il revient pas finalement dans le peloton, mais il sauve un peu les meubles. Il perd une 40. Ça rappellera d'autres coureurs qui ont pu perdre une 40. Mais à l'arrivée, il est dans un état catastrophique. Il lui faut 15 points de suture sur chaque genou pour se soigner. Et à Tignes ensuite, dès qu'arrivent les Alpes, à Tignes, puis à Briançon, sur les premières étapes de montagne, où on aura notamment au passage un Christophe Moreau très très costaud à Tignes. Vinokourov, lui, il est en train de craquer. Il perd 8 minutes en 2 jours et on comprend que voilà, la victoire et même le podium, c'est fini pour lui. Et ensuite, on a ces 3 jours dans les Pyrénées qui sont en fait les 3 jours les plus bizarres de ce Tour de France. Parce que sur la 13e étape, on a le contre-la-montre d'Albi qui est remporté par Vinokourov avec une équipe d'Astana qui roule sur ce Tour de France. On a Claude 3e du chrono, Kashechkin 4e. Le tour commence, dit Vinokourov à ce moment-là, il se replace 9e au général. Et on se dit, voilà, finalement, parce qu'on a je crois que c'est Rasmussen qui est en jaune, qui a un peu d'avance, mais derrière, c'est assez serré. Et on se dit, est-ce que Vino revient dans la course? Et le lendemain, il mange 49 minutes vers le plateau de Bay. Une énorme défaillance. Contador et Rasmussen se jouent le général. Vinokourov, il est complètement à la rue. Donc c'est un jour il pleure, le lendemain il rit, le surlendemain il repleure. Et donc voilà, après cette journée, on a l'étape de Loudanviel dont je vous ai parlé où il gagne avec ce col de Péressourde. Et à l'époque, le fait qu'il soit un jour au top, un jour complètement la tête dans le seau, ça rassure même certains qui disent être un jour bien, un jour moins bien, ça prouve que la lutte antidopage avance, disait-il à l'époque. Polo. Bah oui, mais le problème du un jour bien, un jour moins bien, c'est justement que la lutte antidopage n'avance pas. Parce que même l'année précédente, on avait vu notamment l'exemple de Floyd Mendes qui prend un tir et qui le lendemain, je crois que c'est dans les Aravis, je ne sais plus où ça arrive, fait une échappée légendaire. Vinokourov, ce tour, il est étrange parce que tu l'as très bien dit. Cette victoire à Albi, après, il reprend ce tir dans le plateau de Bay et le lendemain, il fait une étape fantastique. Mais c'est à l'image aussi du coureur qui est quand même un coureur orgueilleux et d'un panache quand même fou. Il ne faudra pas qu'on l'oublie, il ne faudra pas que ces histoires de dopage nous fassent oublier ça. Parce que si on ramène tout au dopage, finalement, on ne part pas du au panache. On ne parle pas du cyclisme de ces 30, voire du cyclisme dans l'histoire tout court. Oui. Donc il a clairement dit lui-même, voilà, j'ai été dopé parce que tout le monde l'était. Quand on se souvient de ce qu'a fait notamment Vinokourov déjà dès 2003, où il attaque tout le temps, il gagne à Gap dans cette étape où Lance Armstrong finit dans les champs avec Bellocchi par terre. Il emmerde Armstrong, puis après il saute dans les Pyrénées à Luzardiden. Il calculait pas trop ses efforts et c'est peut-être pour ça que ça lui a coûté, même s'il remporte une Vuelta, ça lui a peut-être coûté dans des plus grands tours comme les Giro ou les Tours de France cette régularité et peut-être de courir un peu moins à l'instinct et peut-être plus pragmatiquement comme le savaient le faire notamment ses coéquipiers Andreas Klöden ou Jan Ullrich. Mais pour le coup, c'était un fantastique coureur. On le rappelle, gagnant sur les Champs-Élysées aussi. Je pense que en solitaire comme ça, je crois que c'est le dernier qui l'a fait, si je ne peux pas dire de bêtises. Donc voilà, c'était ce coureur-là, un coureur de panache qui dynamitait les tours comme on a eu du mal à en le voir après lui. Et donc on a début de tour assez compliqué, on a un Vinokourov, Polo, comme tu en as parlé, capable d'un panache fou dans Péressourde, et ça se finit par le contrôle positif. Ouais, tout ça tient pas très longtemps. Je vous le disais en tout début de chronique, c'est pas resté à son palmarès parce que dès le lendemain de cette étape à Loudanviel qui remporte, on est sur la journée de repos et tout est déballé. Mark Beaver, qui est à l'époque le manager d'Astana, vient le voir, lui annonce la nouvelle. Il dit: je viens d'être informé de ton contrôle sanguin d'Albi après ta victoire dans le contre-la-montre, mais en évidence une transfusion homologue, c'est-à-dire que Vino s'est injecté le sang de quelqu'un d'autre compatible avec le sien, du même groupe sanguin, probablement son père. Et les risques qu'il prenait, les mecs.
homologue. Voilà. En plus, c'est détectable facilement une transfusion homologue, alors que si c'est son propre sang, on appelle ça une transfusion autologue. Là, c'est très difficilement détectable. Donc Vino, il a fait ça un peu à l'arrache. Des choses c'est du dopage de très haut niveau, on va dire, parce que ça améliore les performances grandement. Certains spécialistes parlent de 30% d'amélioration de performance dans les 15 jours qui suivent. Donc on devient vraiment un autre coureur. Vino dit que c'est à cause de sa chute, qu'il y a une erreur, que les chiffres ne sont pas bons, qu'il n'a rien fait. Évidemment, il nie. Voilà, c'est du grand classique à l'époque. Et l'équipe tout entière, Astana n'a pas le choix, l'équipe tout entière se retire. Vinokourov est viré du tour, mais c'est même Kloden, Kasheshkin qui sont 5e et 8e du général s'en vont aussi sur la 16e étape. On n'a plus d'équipe Astana. Mark Beaver, il fait alors dans l'humour, le manager d'Astana, on a la déclat, il me semble, qui dit face à la presse, et c'était peut-être pas la meilleure idée, sur le tour, il y a 2 manières d'être célèbre, en le gagnant ou en le fuyant. Voilà, cette année-là, c'est en le fuyant que Vinokourov devient le paria de ce Tour de France, même s'il y en aura un autre quelques jours plus tard avec Michael Rasmussen qui éclipsera un peu cette première En plus, histoire. c'était pas du sang de quelqu'un d'autre, c'était carrément du sang de chien. Lui, Ouais, qui était injecté, exactement. donc, Le cheval. Non, c'était pas cheval, c'était Chien. chien. J'ai vérifié, je pensais que c'était Oh la cheval, mais c'était vache. chien. Voilà, et Non. donc Vinokourov lui prendra une suspension de 2 ans et on se rend compte vraiment qu'on était dans une époque où tout était possible, où les mecs n'avaient aucun scrupule. Ils avaient honte de rien, ni de nier, ni même de se charger avec des produits détectables très très facilement. Voilà, on a une dernière déclat où c'est en fait avant le tour, Vinokourov annonce qu'il bosse avec le docteur Ferrari. On lui dit mais pourquoi c'est quand même limite, vous êtes au courant. Et voilà, il dit si j'avais eu quelque chose à me reprocher, je n'aurais pas été assez con pour dire que j'étais avec le docteur Ferrari. Bah apparemment si. Vinokourov toujours très cru dans ses manières de parler encore aujourd'hui, Paul. Mais ouais, parce qu'en plus, le docteur Ferrari, il le présente vraiment comme son préparateur physique. Donc là, c'est sa défense, elle tient pas du tout parce que le docteur Ferrari, on va pas refaire son CV. Quoique, on l'a pas encore vraiment fait ici. Ça sera. Il disait c'est pas dangereux de prendre énormément de PO, c'est comme le jus d'orange. Si vous buvez 3 litres de jus d'orange, c'est dangereux. Le PO c'est pareil. Voilà, c'est Dr Ferrari. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir le reportage sur Lance Armstrong sur Netflix où il y tient une belle part, on va dire. Voilà pour la rétro-chronique du vélo qui date de 2007. Vinokourov, exploit tronqué, voilà, exploit quand même, magnifique, mais tronqué, voilà, faut Exploit juste pendant 24 raconter heures, l'histoire. La rétro-chronique du vélo est là pour raconter l'histoire Exactement. et pas pour la juger, mon Romain. Tout à fait, t'as tout dit. Exactement. Donc voilà, c'est terminé pour cette rétro-chronique du vélo. Demain, on parle de qui? On parle de Bernard Hinault. On retourne un peu dans les années 80. Vous savez que j'aimais ça. Que j'aime ça. Pardon. J'adore, j'en suis déjà tout excité. À la fin de cette rétro, c'est l'heure, comme d'habitude, du quiz. Dernière partie de l'émission, on y va. Et je vois que Polo perd déjà les bonnes habitudes parce que le quiz, qu'est-ce qu'on fait mon Polo quand on commence le quiz? On ferme l'ordinateur. Tout à fait. Voilà, je le vois, mais je le vois en fait. Plus que perdre les bonnes habitudes, je te vois déjà très concentré sur le chat parce que ça parle beaucoup de dopage. C'est pour ça que je gagne d'ailleurs. Ça parle beaucoup sur le chat de la rétro-chronique du vélo. Voilà, je vois que vous êtes bien chaud. On peut y aller pour la première question de ce quiz, les amis. Ne le regarde pas, Polo. Regarde-nous maintenant. Hein. Et c'est vrai que, Oui, pardon, parce qu'il y a des gars du chat qui sont, et des filles du chat qui sont très forts en questions histoire et qui peuvent répondre très rapidement. Polo en mode dopage technique 10-71. Première question, Maxime Montfort a-t-il déjà fait top 10 du Tour de France? Un pour oui, 2 pour non, parce que Un pour oui. j'ai proposé, je veux dire aux rouleurs qui nous regardent, hein, j'ai proposé qu'on prenne les ardoises tout à l'heure avant l'émission. On m'a dit, mais non, le truc des doigts, ça marche très bien. On fait Ça un marche ou deux. très bien, ça marche très bien avec les doigts. Ça marche très bien avec les doigts, parce qu'en plus, sur les ardoises, quand on monte, on ne voit pas forcément avec les lumières. 1 pour oui, 2 pour non. Vous pouvez y aller. J'ai fait top. Il l'a fait? Est-ce qu'il a fait 9e, non? Il a fait J'ai un gros doute en fait. 14e Ah. du Tour de France 2013. Mais voilà, 14e quand même. Ah, j'ai bien fait de. Un partout. J'ai suivi Polo. Deuxième question. Le plus gros écart du Tour de France entre un vainqueur et son second, Fausto Coppi était premier. Qui était second? 28 minutes 17. Gino Bartali 1. Tapé 2 pour Stan Hawkers. Ah, c'est parti. 52, attends, 30 secondes. 10 secondes, je réfléchis. Vas-y. 1, 2, 3. Bravo les gars, Stan Hawkers était la bonne réponse. 2-2. Stan Hawkers qui est décédé ensuite, il me semble, très très jeune. C'est de belles nouvelles que tu Pardon. nous annonces très jeune. La prochaine fois, je me retiendrai. Non, mais c'est vrai, c'est toujours des informations importantes. On pourrait, pourquoi pas, parler de ce gars que moi, personnellement, je ne connais pas très bien. Jean Robic a gagné le Tour de France en quelle année, les amis? 1, 2 ou 3, on dit 1, 2 ou 3? Ok. Ouais, je suis bon. 1, 2, 3. 1947, Bien vu. excellent. 3 encore. Polo, Robin qui sont très chauds, 3 partout. Quatrième question pour peut-être vous départager. Alex Zoule a remporté le Tour de France.
sur le Tour de France. Pardon, 2 étapes, 9 étapes ou 15 étapes. On met 1 pour 2 étapes. Ouais, on met Un, 2 deux. ou 3, ouais. Ok, 1, 2 ou 3. Oui, oui, parce que là, c'est un Ok. peu compliqué. Quand il y a 1, 2, 3 sur le tableau, on peut mettre. J'ai un Mais pied sinon pour faire 15. Non Il y a de la bonne réponse dans le chat. Il y en a plusieurs. Il y en a C'est bon, des on y très va ou pas mauvaises aussi. Ouais, On ouais. peut y aller. 1, 2, 3. Bravo. La fête, 2 c'est étapes. énorme. Bravo, les amis. Bravo. Ça fait 4-4. Ça devait être des chronos en plus parce que lui il attaquait pas. Ça fait 4-4. Du coup, on va commencer, Polo, par toi pour la pyramide. Ah. Ne regarde pas le retour. Kili, Erwan, vous pouvez balancer dans le retour l'image que vous avez. Moi je peux regarder, moi, c'est ça. Oui, toi, tu peux regarder, Romain. Lourd. Italien. Pantani. Non. Oh là là. Pour la première fois dans l'histoire des pyramides, quelqu'un trouve le coureur directement. C'est vrai que si tu poses la question à Erwan aura sûrement répondu Pantani. Par Ouais, contre, c'est vrai. le score, je vois dans le synthé Polo que tu te rappelais plus, il me semble qu'on est à 7-5 ou Et 7. Pour moi, il y avait plus 2 aussi, mais Voilà. je n'avais aucune idée du score, donc j'ai préféré moi, jouer c'est la carte 7-5. de l'honnêteté avec nos amis. du Redisons-le, comme ça demain on aura le chat. bon 7-5, score. 7-5, Ce qui très fait bien. donc 3 8, points. 8, non, 7-4. 7-4. 7-4. Moi je suis dans une merde pas possible. 7-4. Voilà. Donc bah, je vais essayer Je de te suis mettre dans un bien bourg- sur le premier Je indice. suis dans un bourbier. J'allais dire Pétaki en plus, je me suis dit, oh. Je vais essayer de te mettre bien sur le Allez. premier indice du coup. Quoi que si je te le dis, c'est sûr que tu vas trouver, mais bon. Soyons faire avec. Non, allez, vas-y. Non, vas-y, je te donne une normal, nationalité de vas-y, la même manière. normal. Vas-y. Français, Ino. petit, Petit. Vincent Barthaud. AG2R. Ah, Sam Dumoulin. Voilà. Ah ouais. Eh, j'en ai parlé hier en plus, je l'ai Sam tenté Dumoulin. hier. Sam Dumoulin. Ça fait donc 7. Tu mets 1 point. Ouais, 7-5. 7-5. 7-5. Ouais. Polo prend le lead C'est pas top Oui. quoi. avec ce Samuel Dumoulin. Le petit, j'avoue que si je te l'avais dit dès le début, je pense que tu La aurais course porté. partait- Barthaud. Tu penses à Barthaud, mais il est très dans Intéressant, l'histoire. La course partait à 11h55 et on nous dit que la course est partie et que Sagan tente l'échapper. Sagan tente l'échappe. Voilà, à la Sagan. Je sens qu'on va se régaler aujourd'hui. Joseph a reçu un pot de vin pour cette question. mais Faut rien dire. Questionnette encore pour continuer Ah ce oui, les quiz. questionnettes. Voilà, il en La reste questionnette du Spark, deux ouais. petites questions. Petite question. Qui aujourd'hui est encore le détenteur du prologue le plus rapide du Tour de France avec une moyenne de 55,152 km/h? Tony Rominger, hein, notre ami. Ouais. Je sais pas qui a fait ce tableau, mais Tommy Hilfiger, quoi. je sais pas qui a fait J'ai ce tableau. pensé aussi, j'ai pas osé la faire. Tiens, Polo. 1, Toi, t'oses 2 pas. ou 3. C'est parti. J'espère que vous n'avez pas regardé le chat. Non. Je- Non, je- j'ai pas J'ai une regardé. grande confiance en vous. Pour Un, ça, vous n'êtes pas des 2, tricheurs. 3. Deux, C'est Chris un. Boardman. Chris Boardman, prologue 94, ce qui fait que Je Que, recolle un petit Robin- peu. 7-6. Ouais, moi, Thierry Marie, je me suis dit 7-6. que les prologues, c'était quand même sa cam. Il avait Oui. chopé un record. Pas Mais du- non. il était incroyable sur les prologues Thierry Marie, mais Chris Boardman, l'équipier de Moncassin dont tu nous as parlé hier, Exactement, ouais. Robin, a été encore plus rapide, mais c'est un prologue. 152 km/h, j'ai bugué. Ça fait Moi, a 7-6. dit Rominger. Bah oui, voilà. Désolé, j'ai mal écrit ton nom Ça veut- dans le chat. Malgré ses aveux de dopage, Lance Armstrong reste le détenteur de la moyenne la plus élevée. C'est un Tour de France, 41 km/h et quelques billes. Toujours pas 654 km/h. Ça aurait pu avec Lance Armstrong. Quel était ce millésime? Ok. 1, 2 ou 3, c'est parti. 1, 2 ou 3. Paul, ne regarde pas le chat. Non, je regarde pas le chat. De toute façon, ils disent des millions de trucs différents, le chat. Ils savent pas. Ils y connaissent rien, il allait dire. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Ça, c'est au pif. Vas-y. 1, 2, 3. C'est 2005, non 2005. Ouais, c'est 2005, ce logique, qui fait 7-7. 7-7. Voilà, je l'ai recollé. Voilà. Le monde est Je me bien suis fait. accroché. Le J'ai monde fait est bien exprès, j'ai fait fait. On a donc J'ai pris un une qui bordure, suis-je. mais j'ai tout donné. T'étais plus Quintana après la chute hier. Voilà, que c'est vrai. Bocchino, quoi. Exactement. On a donc un qui suis-je qui nous a été envoyé par rouleur que je vais retrouver. C'est Antoine Labadie. Voilà, je crois que c'est ça. Qu'on Antoine salue, Labadie. qu'on salue. Voilà, qui nous a donc fait un coureur. Je suis né le 3 août 1977. Je débute ma carrière dans une équipe portugaise, Porta Pardon, mais je regardais même pas le chat. d'Arevezza. Attends, redis-nous. Attends, pardon. Début Une dans- équipe portugaise, Porta de Ravezza. Il a 40. Au début, Il a quoi? Il a 32 ans, 42 ans? 77, il a 42. un peu plus de 30 Paulinho. ans. Paulinho. Il a 42 ans. Paulinho. Ce n'est pas Paulinho. J'ai un- Azevedo. C'est pas On l'a Azevedo. déjà fait, Azevedo. Vous en avez dit un, maintenant vous me laissez dire 2-3 mots. J'ai un profil de coureur de tour. De grand tour. Après mon passage au Portugal, je signe chez la Fonac où je vais me révéler. J'enchaîne les top 10 de tours d'une semaine. Burgos, Suisse, Paris-Nice, Dauphiné, Romandie. Je remporte avec cette équipe une étape du Tour de Suisse, un prologue sur le Tour de Romandie et une défunte classique de renommée. Puis j'inscris mon nom
au palmarès comme je l'avais fait en palmarès, une course comme Laurent Jalabert. Bon, oubliez cet indice qui n'est pas très clair. Je vais ensuite courir dans une équipe de la même nationalité que moi avant de finir chez Astana. C'est pas Je Paulinho. Ce Non, n'est c'est pas pas portugais. Pauligné, il n'est pas portugais. Ouais, c'était sûr, putain. Il n'est pas portugais. Si je suis connu du public, c'est avant tout grâce au Tour de France sur lequel je vais réaliser 4 top 10. Je suis un grand baroudeur. Je remporte une étape 2005, en 2006, et je porte même le maillot jaune, notamment grâce à une échappée fleuve. Et oui, j'ai même réussi à mettre le peloton hors délai en reprenant près de 30 minutes. Finalement, comment ? Thomas Dekker. Ce n'est pas Thomas Dekker. Dernier indice, soyez. C'est trop dur. Putain, mais À on l'écoute. peut le savoir en plus. C'est pas Enrique Iglesias, Erwan. Finalement, deuxième du classement général du Tour. Je profite Ah, Perrault. du déclassement de Floyd Landis pour remporter officiellement le Tour de France 2006. Encore une fois, Polo, Robin remporte le quiz d'un boyau. D'un boyau, voilà. On était revenu d'une bordure. Et il l'avait depuis longtemps, le chat. Je pense, je n'ai pas regardé, j'étais concentré. Il était sévère au début. Hein. Mais ouais, il y en avait quelques-uns. Polo, tu sais comment il faut que tu gagnes pour le karma auquel tu crois beaucoup. Dans les pronos, tu mets Robin. Comme ça, il va perdre d'un boyau contre toi. Ah, non, voilà. là, j'étais loin, j'étais très loin. Et une Moi grosse aussi, j'étais bagarre. très loin. C'est juste le deuxième du général. Ouais. Quand il repense, ouais, deuxième du général, forcément. Ouais. Ouais, bravo, Merci bravo, Robin bravo. pour ce T'as qui dit suis-je de merci, Romain. qualité. Il s'appelait de pas qualité. Antoine. J'ai dit Robin. Ouais. Merci Antoine pour ce quiz de qualité. On termine comme d'habitude avec la fantaisie roue libre. Cyclo Gogo est toujours leader avec 6844 points. Merci Cyclo Gogo. On se retrouvera demain pour voir si tu es toujours leader parce qu'aujourd'hui il peut se passer de belles choses. C'était Ouais. facile hier. C'est là qu'il faut faire des points. Ouais. Exactement, mais bon, c'est facile. Moi, 440 points, je ne sais même pas si j'ai la moitié de ces points-là. Voilà, on se retrouve demain, Polo. Ah ouais, il y aura des choses à dire, j'espère. Bien sûr qu'il y aura des choses à dire. Romain aura aussi des choses à dire pour sa rétro-chronique. Oui. vidéo. Avec la présentation Sur- du chrono et tout. Ouais. Sur Bernard Hinault. Voilà, on se retrouve demain, les amis. Ciao les rouleurs, à demain. Allez, à bientôt. ciao.